Bonsoir à tous, deuxième volet ce soir de nos interviews des têtes de liste de la Chambre et j'ai le plaisir de recevoir Francis Delperret, tête de liste CDH. Bonsoir. Bonsoir. Alors le CDH est empêtré dans la polémique sur le survol de Bruxelles. Vous vous sentez seul dans ce dossier ? Seul, non. Pas sur les solutions en tout cas, peut-être sur les attaques un peu virulentes qui existent depuis quelques semaines maintenant. Mais sur les solutions, non, parce que quand je vois les programmes des autres formations politiques, quand j'entends les témoignages des ténors de la majorité, tous, sur un certain nombre de points, expriment des points de vue qui sont relativement concordants. Je prends un exemple. Oui. Prenons l'exemple de la nuit. Certains disent qu'il faudrait quand même que la nuit, elle ne s'arrête pas à 6 heures, mais qu'elle se prolonge jusqu'à 7 heures. Et peut-être dans la soirée, elle devrait également... C'est ce que voulait Melchior Wathelet, mais il a été jeté dans les coffres par le gouvernement. Quand je lis le programme du MR, quand je lis le programme du PS, quand je lis le programme écolo, ils sont tous d'accord. Oui. En même temps, la dernière proposition de Melchior Wathelet, c'est la délocalisation du fret et du low cost vers d'autres aéroports. Les Flamands ont dit non. Elio Di Rupo a dit non. Est-ce que vous voyez ça comme une trahison du PS ou un manque de soutien du PS ? Écoutez, on est à maintenant 10 jours des élections et ce n'est évidemment pas dans les quelques moments qui nous séparent du scrutin que tout à coup des solutions vont être imposées ou que des solutions vont être décidées. On est déjà tous un peu en train de préparer l'après 25 mai. Et des propositions comme celle-là, par exemple, le fret sur Bierzet ou le low cost sur Gosselies, j'entends ces suggestions. Oui, mais ça risque de coûter de l'argent à la Flandre et ça paraît difficilement acceptable. Quand Chris Peeters prend la parole en disant « c'est niette », on imagine mal comment ça va pouvoir se concrétiser après les élections. Oui, mais quand j'entends aujourd'hui les hommes, les femmes politiques flamandes prendre position sur ce sujet, de quoi est-ce qu'ils parlent ? Ils parlent de Bruxelles nationale ? Non, ils emploient un mot, et c'est tout de même significatif. Ils parlent toujours de Zaventem. Comme si c'était, en quelque sorte, quelque chose qui appartient à la Flandre et sur lequel d'autres n'ont pas leur mot à dire. Eh bien, si, c'est une question qui est une question d'intérêt fédéral. Et donc, notre point de vue doit pouvoir aussi être pris en considération et décharger Bruxelles nationale, l'aéroport national, d'un certain nombre de tâches et de services. Je crois que c'est utile. Mais là, les Flamands disent non, et ils ont toujours dit non, en fait, parce que ça coûterait de l'argent à l'aéroport et donc à la Flandre. Mais c'est là qu'on touche évidemment du doigt le problème essentiel. C'est une question de valeur. Est-ce que nous sommes là uniquement pour réfléchir en termes de commerce, d'avantages économiques pour tel ou tel aéroport, ou bien est-ce qu'il n'y a pas d'autres valeurs, comme par exemple les valeurs de la sérénité des nuits, la qualité de vie des Bruxellois, qui méritent aussi d'être prises en considération. Vous savez, notre programme, c'est le développement humain, c'est pas simplement le développement d'une économie qui tourne sur elle-même pour le plaisir des entreprises. Alors quand on parle avec des candidats, quand on parle avec des militants CDH, ils craignent le crash électoral. Est-ce que c'est votre crainte aussi, à cause de cette question du survol ? C'est une question qui empoisonne un peu le débat électoral, au point qu'on laisse de côté toute une série d'autres sujets, la survie de l'État, le problème de la relance économique. On a l'impression que vous ne pouvez rien faire pour militer la casse. Vous avez des associations bruxelloises contre vous, puisque, à tort ou à raison, elles appellent ça le plan Wathelet, et que donc par rapport à cela, tout le monde aujourd'hui est contre le CDH par rapport à ce dossier et contre le plan Wathelet à Bruxelles. Je vous rassure, ou je me rassure, vous dites tout le monde. Non, je crois qu'il y a une série de personnes qui ne votaient sans doute pas CDH et qui trouvent une manière là d'exprimer assez commodément qu'elles vont voter peut-être pour d'autres formations politiques. Mais vous pensez que ça pourrait vous coûter quoi en termes de résultats électoraux ? Je ne veux pas faire des pronostics aujourd'hui. Je demande simplement aux Bruxellois, et notamment aux Bruxellois francophones, de mettre en évidence les valeurs qui nous sont proches, c'est-à-dire des valeurs humaines, des valeurs sociales et pas seulement des valeurs commerciales. Alors Vincent De Wolf, dans la presse aujourd'hui, demandait un moratoire en fait, sur le plan Wathelet. Vous pensez que c'est encore possible ?
Non, je pense que techniquement, ce n'est pas possible, et politiquement non plus, ce n'est pas possible dans une période comme celle-ci, puisque nous n'avons même plus d'assemblée parlementaire. Et quand la presse dit qu'il faudra 5 mois pour régler ce dossier après les élections, c'était un titre de la Libre Belgique. Il faudra peut-être quelques mois pour former un gouvernement, et ceci sera certainement sur la table. Mais le parlementaire que je suis, et que je serai peut-être demain, il tient aussi à dire que ça ne doit pas être seulement un dossier de gouvernement ou un dossier de cabinettard, comme dit M. Van Engel, et je crois qu'il n'est pas tout à fait à côté du sujet quand il dit ça. Ça doit aussi être un sujet qui mérite un débat démocratique et donc un débat parlementaire. Allez, on va passer à autre chose maintenant, c'est l'image du CDH vue par les jeunes en fait. On les interroge régulièrement sur notre antenne dans notre émission Fort de Café et on leur a demandé quelle était l'image du CDH. On regarde et on en parle après. Moi je trouve que c'est un peu culotté de leur part d'avoir transformé le Parti social-chrétien en un centre démocrate humaniste, dans la mesure où l'humanisme c'est quoi ? C'est l'humain passe avant Dieu ou une conception dogmatique quelconque. Pour moi, ce changement, ce nom est un peu frauduleux par rapport à leurs électeurs. Je ne sais pas si même ils savent le sens du mot humanisme. Les personnes qui sont de confession catholique et qui votaient pour le PSC avant et qui ont continué à voter CDH. Donc voilà, moi je trouve que ce parti représente peut-être pas spécialement, en tout cas le nom n'est pas spécialement représentatif des objectifs mais à ce niveau-là, je pense qu'ils ont justement changé parce que voilà, la politique et religion, ça a été séparé il y a bien longtemps en Belgique. Et voilà, donc les mecs ont dû changer leur fusil d'épaule parce que justement, je pense qu'ils ils englobent beaucoup plus que simplement des catholiques qui peuvent voter en politique, quoi. Donc, Mais maintenant, au niveau du slogan, vivre mieux, c'est possible. D'accord, mais bon, pour moi c'est un peu. Mais je pense que ça reflète bien finalement un peu le problème du CDH, c'est que c'est un slogan qui ne veut rien dire pour un parti qui n'a pas de programme en fait. Parce que c'est un petit peu facile de dire donc on est au centre, donc on n'est ni à droite ni à gauche. Et alors comme tu l'as dit, autant les grands partis les autres partis ont des idéologies plutôt affirmées, autant eux prétendent se recentrer sur l'humain, qui est finalement une formule rhétorique. Pour moi, le centre, c'est un peu une foutaise. C'est pas un courant politique. Pour moi, à mes yeux, c'est pas un courant politique dans le sens où ça a apparu dans le vocabulaire politique dans les 20-30 dernières années. Mais pour reformuler une démocratie chrétienne à aspects sociaux qui perdait un peu d'électorat parce qu'ils n'avaient plus un message clair. Et dans le sens, à ce moment-là, le CDH... c'est pas un parti centriste. En fait, ils sont en même temps à droite et à gauche. Et leur force, si on veut, c'est qu'au gré des résultats politiques, ils s'allient une fois avec l'un, une fois avec l'autre. Et c'est un peu un parti pivot, quoi, sans idéologie, en fait, qui avance un peu plus par pragmatisme. Alors, une réaction facile de dire qu'on est au centre, c'est un peu de la foutaise, disent ces jeunes. Vous répondez quoi à ça, Francis Delperret ? C'est le café du commerce, là, ce que vous me montrez. Ce sont des jeunes apolitiques qui ne sont pas encartés, ça se voit, oui. Qui ont été testés et on leur demande ce qu'ils pensent du CDH. Voilà ce qu'ils nous répondent. Vous avez envie de leur dire quoi ? Et que l'humanisme, ce n'est pas un mot creux. La défense des droits de l'homme, c'est tout de même quelque chose d'essentiel dans une société démocratique. Tous les droits de l'homme, les droits de tous les hommes, quel que soit leur revenu, quelle que soit leur origine, quel que soit leur métier, leur profession. Non. Ça, c'est un programme fondamental qui mérite d'inspirer le respect des droits action. de l'homme, ils vous diront qu'on retrouve ça dans tous les partis, en fait. Ah bon ? On trouve ça dans le programme de tous les partis démocratiques. Ah ben voilà, déjà. Il y a une série de personnes qui excluent un certain nombre de personnes de la société, qui veulent renvoyer d'autres personnes. Mais c'est quoi le centre pour vous, Francis Delperret ? Mais moi, je suis parlementaire depuis 10 ans. Qu'est-ce que je constate ? C'est que ce soit dans les campagnes électorales ou même dans la vie politique de tous les jours, il y a parfois des partis qui font de la musculation. Alors, à droite, à gauche, comme on dit. Et puis, il faut un certain nombre d'hommes et de femmes qui se donnent en quelque sorte pour tâche, non pas de n'avoir aucun programme, mais d'avoir des idées et par ces idées-là, de jeter des ponts
entre les autres formations politiques. Centre-gauche ou centre-droit, le Mais CDH? centre-centre, c'est tout. Il n'y a pas besoin de... Pourquoi vouloir mettre nécessairement des adjectifs supplémentaires? Ouais. Et quand ce jeune dit parti pivot, donc un coup à gauche, un coup à droite... Ce n'est pas un coup à gauche, un coup à droite. C'est justement jeter des ponts entre des politiques qui, autrement, pourraient apparaître comme contradictoires. L'exercice de synthèse dans la vie politique est quelque chose d'essentiel dans une société que l'on veut consensuelle. Vous savez, nous ne sommes pas dans un système majoritaire où, M. Hollande est au pouvoir pendant quelques années, ou M. Cameron est au pouvoir pendant quelques années. Non, nous sommes dans des coalitions, avec un ensemble de sociétés. Justement, par rapport aux coalitions. Et nous sommes en plus de ça dans un pays fédéral. Centre-centre, dites-vous. Plusieurs ténors socialistes, ces derniers jours, ont privilégié l'Olivier, ont dit qu'une coalition, ce serait mieux sans les libéraux. Pour vous, quelle est la forme de coalition idéale pour mener à bien votre programme, Francis Delperret? Moi, vous savez, je ne me promène jamais sans mon camembert. Mon camembert, c'est la représentation politique et graphique de la Chambre des représentants. Mais si c'est possible, je regarde les chiffres après les élections et je me dis, la Chambre, c'est 150 membres. Si je n'ai pas une majorité de 75 députés pour soutenir un gouvernement, vous pouvez faire de la poésie, vous pouvez faire du roman policier, mais vous ne faites pas de la politique et vous ne faites surtout pas une politique démocratique. On peut avoir une préférence. On peut avoir une préférence et dire aujourd'hui, je préférerais ce type de coalition. Deuxième précision, il faut qu'il y ait un gouvernement, qu'il y ait, si possible, une majorité suffisante en Flandre et du côté francophone. Et 3, ça c'est une préférence que j'exprime très clairement et qui est politique. Je crois que compte tenu des enjeux actuels, notamment pour la réforme de l'État, donc la concrétisation de la 6e réforme de l'État, pour les enjeux économiques, sociaux et culturels du moment, nous avons besoin d'un gouvernement stable pendant les 5 années qui viennent. Donc pas un gouvernement qui aurait une toute petite majorité. Donc il faudrait une alliance la plus large possible. Je pense qu'il faudra une alliance. N'oubliez pas non plus que du côté flamand, il y a tout de même un parti, le Belang. Le Belang, vous savez, j'ai mon petit camembert devant moi, il y a 11 députés sur 88 flamands. Parti raciste, parti xénophobe, condamné par la Cour d'appel de Gand. Vous avez un autre parti qui est la NVA, qui est un parti indépendantiste, séparatiste. Je ne vais tout de même pas l'appeler à la table de négociation pour discuter avec moi, alors que je sais qu'il veut casser la baraque. Donc une majorité la plus large, ce serait côté francophone, une majorité PSMR. Du côté flamand, en tout cas, il faudra une majorité extrêmement large, en tout cas en termes de partis, si on veut avoir une représentation. Et du côté francophone, suffisante. Une majorité la plus large possible, ce serait PSMR. Pour moi, je vous avoue très simplement que nous avons fait la 6e réforme de l'État. Nous l'avons fait, assise, et même avec un appui de l'extérieur à 8. Maintenant, il faut mettre en route, il faut mettre en œuvre cette réforme-là. Ce serait assez logique quand même de considérer que ceux qui ont conçu la réforme soient aussi ceux qui la mettent en œuvre. Donc on garde l'attelage PSMR, CDH. Si les électeurs le veulent bien. OK. Et au niveau régional bruxellois, on garde aussi le même attelage, Olivier? Encore, vous savez, on regardera ça le soir des élections dans votre studio, quand on va voir les baromètres de couleurs. Les petits camemberts apparaissent. Et les camemberts apparaissent. Allez, on va parler de la justice maintenant. Il y a une conférence de presse des acteurs de la justice aujourd'hui. Avocats, magistrats, Ligue des droits de l'homme. Un 0 pointé pour Annemie Turtelbaum, Open VLD, et pour la majorité aussi, en disant que jamais la justice n'a été aussi mal. Comment arranger cela et comment, dans une telle perspective de démotivation, rebooster un peu le moral des troupes pour avancer, Francis Delperret? Sur le constat d'abord, vous le partagez? Le constat, il est en 2 parts, si vous voulez. Le constat, c'est d'abord, d'une part, que nous avons maintenu la justice au niveau fédéral et que nous n'avons pas accepté une fédéralisation du système. Et nous avons mis la ceinture de sécurité pour les 5 ans qui viennent, puisque toute une série de dispositions concernant la justice, elles ne sont pas modifiables. Mais le dossier était mal géré par la ministre. Il a été géré de manière lamentable dans les 5 années qui se sont écoulées. Et donc, Madame Turtelbaum, je l'ai dit la semaine dernière, le CDH a un poste de vice-première ministre.
Pardon ? Joël Milquet était vice-premier ministre. Oui, par rapport à cela... Il y avait 6 vice-premiers ministres. Hein, dans un gouvernement de 6, il y a toujours 6 vice-premiers ministres. Mais moi, je suis membre de la commission de la justice du Sénat. Eh bien, je peux vous dire que Mme Turtelbaum est quelqu'un qui a fait preuve d'une surdité exceptionnelle vis-à-vis des avocats, vis-à-vis des magistrats, vis-à-vis des experts, vis-à-vis des professeurs d'université qu'elle consultait, et même vis-à-vis des parlementaires de la majorité, dès que ça ne lui convenait pas, parce que Mme Turtelbaum, elle avait uniquement un objectif qui était un objectif budgétaire. Donc vous le sens du droit, le sens de la justice, le sens de la solidarité sociale, ça n'était vraiment pas sa tasse de thé. Alors l'objectif budgétaire, c'était aussi celui du gouvernement, c'est peut-être ce qu'elle répondra, mais malgré tout, dans votre programme, vous dites il faut rendre chaque jugement pénal au maximum dans l'année de son introduction. Oui, tout à fait. Comment on va faire, vu l'état de la justice bruxelloise aujourd'hui, Francis Delperret ? D'abord, la justice bruxelloise va être renforcée. Vous savez comme moi qu'il y aura 50 personnes, magistrats, membres du parquet, personnel judiciaire. Ça, c'est le résultat du dédoublement des tribunaux à Bruxelles. C'est un renforcement des effectifs des magistrats. 2, je crois qu'il y a moyen de dégager un certain nombre de moyens, notamment pour la justice pénale, à laquelle vous faites allusion. Vous savez, quand on voit l'arriéré judiciaire, on a du mal à vous croire. Mais justement, il faut faire preuve de projets, de programmes un peu innovants. J'étais à la séance de rentrée de la Cour de cassation, où non, c'était M. Decotte, le premier président de la Cour de cassation. Et qu'est-ce qu'il a dit, M. Decotte ? Il a dit il faut peut-être éviter de judiciariser tout un ensemble de questions sociales. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser, comme on le fait au Québec, des formules qui sont celles de la médiation familiale, par exemple, ça va plus vite, c'est moins coûteux et c'est beaucoup plus efficace. Alors sur l'informatisation, d'après ce qu'on a pu entendre, on n'est nulle part et donc on n'a pas avancé. Sur l'aide juridique, il faut aussi tout remettre sur le métier parce que les avocats ne sont pas contents du tout. Et donc par rapport à cela... Les avocats ne sont pas contents, mais nous étions en réunion précisément la semaine dernière au Palais de justice sur l'aide juridique en faisant un certain nombre de suggestions concrètes. Il ne s'agit pas de remettre en cause toute l'aide juridique. Vous savez, moi j'étais avocat pro Deo, c'était il y a quelques années, et le barreau, c'est un honneur du barreau de pouvoir assumer la défense des justiciables. Mais il dit qu'il n'a pas les moyens dans l'état actuel des choses, en fait. Eh bien, il faut apporter une série de réformes ponctuelles, mais c'est faisable. Et le consensus était d'ailleurs très net la semaine dernière au Palais de justice. Alors, on va retrouver un de nos jeunes qui a une question à vous poser. On la découvre. Cher Monsieur Delperret, vous avez tendance à marquer très fortement votre attachement à la royauté, à la monarchie, au système institutionnel belge. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps de revoir ce système désuet et d'un autre âge et de passer à une démocratie moderne qui puisse se passer dans un système fédéral ou confédéral de cette instance qui au final coûte de l'argent aux contribuables et n'est pas d'une grande utilité ? Alors, pas touche à la royauté, vous persistez, vous signez, malgré les propositions de plusieurs partis flamands, de réduire petit à petit le rôle du roi à un rôle protocolaire. Mais, premièrement, la Constitution n'est pas modifiable sur ce point dans les 5 ans qui viennent. Alors, on peut réfléchir pour plus tard, je veux bien. 2, c'est quoi le rôle du roi aujourd'hui ? Comme d'ailleurs le serait le rôle d'un président de République, parce que j'entends votre jeune là qui dit ça coûte cher, mais vous croyez qu'un président de République ne coûte pas cher ? Il suffit de regarder les dépenses dans une République méridionale par rapport à nous. Quel est le rôle du roi aujourd'hui ? On va le voir dans 15 jours. À l'issue des élections, il faudra faire un certain nombre de démarches, désigner un informateur, peut-être un clarificateur. Il faudra peut-être, à un moment donné, désigner 1 ou 2 médiateurs. Il faudra essayer que la sauce prenne, que la coalition qui est virtuellement sortie des urnes puisse se réaliser. Il faut, à ce moment-là, un personnage qui remplisse convenablement cette tâche, qui le fasse gentiment, simplement, sans exercer une sorte de pouvoir suprême. Non, une fonction
royale, c'est de servir à la constitution des gouvernements. Et je ne vois vraiment pas pourquoi il faudrait modifier un tel système dans la Belgique d'aujourd'hui. Allez, on va passer à vos propositions en matière fiscale. Vous proposez un shift fiscal de 10 milliards d'euros. Alors, vous touchez à l'impôt sur les personnes physiques, réduction de 100 € par mois de l'impôt sur les personnes physiques, coût 6,4 milliards. Réduction aussi majorée en fonction du nombre d'enfants, coût 600 millions. On est déjà à 7 milliards. Comment on trouve l'argent pour financer ça, Francis Delperret ? Il y a différentes techniques et l'une les plus caractéristiques, je vois d'ailleurs qu'elle est dans beaucoup de programmes de partis, c'est de dire, il faut d'abord lutter contre la fraude fiscale. Oui, mais ça peut rapporter combien ça dans votre programme, vous dites que ça a rapporté 1,3 milliard en 2013, alors qu'on chiffre la fraude à 25 à 30 milliards d'euros par an. Donc vous voyez bien qu'il y a encore de la marge, et si on pouvait ne fût-ce que rapporter 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, ça ne pourrait qu'arranger les choses. La fraude fiscale, la fraude environnementale, la lutte contre des spéculations qui sont des spéculations excessives et sur de grandes sommes. Voilà déjà un procédé très commode. Alors, c'est vrai que vous chiffrez très bien ce que ça va coûter. Oui. Par contre, nos chiffres ne sont pas discutés, nous autres. Comment obtenir l'argent finalement pour le financer ? Bon, on doit lutter mieux contre la fraude fiscale, mais vous ne citez pas le chiffre que ça pourrait rapporter par an ou que ça devrait rapporter par an. Voilà, ce sont des efforts qui doivent être accomplis sans nécessairement être sûr des résultats. Mais si on ne se met pas en route et si on n'accomplit pas les démarches pour le faire, on n'arrivera jamais. Alors, vous prévoyez aussi une diminution de l'impôt des sociétés, réduction de la cotisation patronale. Et avec l'ensemble de ces mesures, en fait, donc sur l'IPP, sur l'impôt sur les personnes physiques et les autres mesures comme la réduction de l'impôt des sociétés, vous promettez la création de 140 000 emplois en 5 ans, un effet retour de 2,3 milliards. Alors ces effets retours, c'est quoi et comment avez-vous finalement abouti à ce chiffre ? Mais n'oubliez pas que parmi les économies qui sont envisagées aussi, donc les recettes qui pourraient être apportées, il y a cette réforme assez fondamentale de ce qu'on appelle les intérêts notionnels. Vous supprimez, Oui, voilà, suppression. Ça ne veut pas dire pour ça que les entreprises ne doivent pas être aidées, qu'elles ne doivent pas être encouragées, mais pas avec une technique aussi brutale et aussi simpliste que celle-là. Ça, c'est un peu aussi la touche ou la marque, je dirais, du CDH, qui est de dire il faut faire une réforme fiscale. Mais d'ailleurs, on a parlé de révolution fiscale, pas seulement une réforme pour recevoir des moyens supplémentaires. Notre idée générale est toujours de dire qu'il faut que cela conduise, à un moment donné, à créer de l'emploi. Et qui dit emploi, dit nouvelle recette fiscale. Mais vous n'avez aucun doute sur le financement de cette réforme fiscale ? Non, pas du tout. Donc aucun souci, ce sera finançable et on peut y arriver. Tout à fait, et d'ailleurs nos chiffres n'ont été discutés par aucun de nos partenaires. Alors, toujours au niveau de l'emploi, puisqu'on parlait de la réduction des cotisations sociales, vous avez peut-être entendu à notre JT l'inquiétude du secteur des titres-services, en fait, qui ont manifesté aujourd'hui. C'est une compétence et un budget qui va être transféré aux régions. Alors, ils se demandent si c'est tenable financièrement. Alors, vous, dans votre programme, vous dites pas de souci, on va pas augmenter les prix. Ce sera 9 € durant toute la législature et on va même en fait augmenter les services rendus grâce aux titres-services. Donc vous les rassurez, eux disent que budgétairement ce sera peut-être pas tenable. Pour vous, il n'y a aucun souci là-dessus ? Moi, je suis un utilisateur de titres-services. Et je vois l'utilité de cette forme mais ça coûte cher, en fait. Oui, parce que la région aura les moyens. Est-ce que vous croyez que ça coûte moins cher de mettre un certain nombre de personnes dans le travail au noir, qui ne rapporte rien fiscalement ? Et par ailleurs, est-ce que vous croyez qu'il suffit de s'en tenir aux tâches actuelles ? Ou est-ce que, encore une fois,
un certain nombre de tâches qui sont notamment des tâches d'accompagnement social pour des personnes qui sont en dépendance, eh bien, est-ce que ça, ce n'est pas utile? C'est un objectif vraiment social qui est poursuivi dans ce domaine-là. Donc là, vous rassurez tout à fait les syndicats sur ce point. Ah, ça, absolument. Alors, il nous reste 3 minutes pour parler de la mobilité et du RER. Il doit être mis en œuvre, dites-vous, en 2019 au plus tard. Alors, ce n'est pas les plans de la SNCB, elle parle de 2022. 25. Comment on fait pour convaincre la SNCB et Infrabel de mettre les bouchées doubles et de hâter la réalisation de ce RER? Le RER nous paraît important. Pourquoi? Parce que c'est une manière très commode pour un ensemble de naveteurs, vous en connaissez le chiffre comme moi, on est à 400 000 naveteurs sur Bruxelles, de venir à Bruxelles sans prendre la voiture. Le temps de réalisation des travaux, il est incompressible, c'est difficile de hâter ce type de travaux. Moi, j'ai vu les chiffres qui étaient les chiffres de la SNCB, mais c'est les chiffres d'il y a 10 ans. Le RER devrait être terminé, hein. Il devrait être terminé. Alors, on repousse, certains parlent de 2022, d'autres parlent de 2025. Je crois qu'il y a un intérêt tout de même à mettre une deadline. Et donc, quitte à devoir mettre la main au portefeuille et de faire en sorte que les travaux aillent plus vite. Si c'est de nature à simplifier la vie des Belges, si c'est de nature à moins polluer les villes, si c'est de nature à régler des problèmes de mobilité à l'intérieur de Bruxelles, le RER est une chose essentielle. Le REB, Réseau Express Bruxellois, Express Bruxellois, un réseau ferroviaire, avec une série de gares qui sont déjà installées. Chacun, là aussi, se dit que, vraiment, si on veut faire de Bruxelles une ville du XXIe siècle, voilà. Alors, j'ai encore une question à vous poser. Je vous demanderai de répondre rapidement, même si elle est complexe. Alors, certains craignent en fait que la mise en place de ce RER, ça n'incite encore plus la classe moyenne à quitter Bruxelles, parce que finalement, elle pourra rejoindre en transport en commun la capitale plus facilement. Alors, comment est-ce que c'est une crainte aussi de votre part? Et quelle solution avez-vous à cela? Mais c'est le raisonnement que Charles Piquet tenait déjà il y a quelques années. J'ai entendu Rudy Vervoort aujourd'hui, il y a un peu un refrain là qui revient. Et ça ne vous inquiète pas, vous, ça? Moi, je ne crois pas que... Je pense aux 400 000 naveteurs qui viennent travailler à Bruxelles. C'est une force de travail qui est indispensable. Que certains Bruxellois se mettent un peu dans la périphérie, ça n'est pas, je dirais, l'essentiel. Vous savez, moi, le jour où il y a un RER qui va sur le sud du pays, moi, je vais travailler à Ottigny-Louvain-la-Neuve en prenant le RER dans mon université, qui est une université qui est à 20 km de Bruxelles. Je laisse ma voiture, je ne suis pas ce conducteur isolé tout seul dans ma voiture qui gaspille de l'essence et qui pollue l'autoroute de Namur. Très bien, mais merci en tout cas. C'est la fin de cette émission et c'est dommage parce que j'avais encore pas mal de questions à vous poser. Merci en tout cas d'être passé par ce plateau. Et demain, c'est Zakia Katabi, la tête de liste écolo à la Chambre, qui sera des nôtres. Très bonne soirée à tous. À demain.